Merci à l'Académie de Paris et à l'Université de la Sorbonne d'illustrer au fond ce qu'est une université populaire dont la création, vous le savez, a été contemporaine de l'émergence de la presse démocratique, de l'idée du droit de savoir des citoyens sans distinction d'origine, de condition, d'âge, de sexe, de croyance, d'apparence, etc. Cet idéal de l'égalité qui est au cœur, évidemment, du partage du savoir. Je suis donc le passeur de cette table ronde. J'y suis au titre de militant du Métron, de compagnon de route, de citoyen partageant l'amour de ce grand œuvre, des 1500 historiens qui l'ont réalisé, des 170 000 notices qui y sont et évidemment des millions de vies et de luttes et de résistance que cela incarne. Monsieur le Président de l'Université, je crois, est parti, mais il faisait allusion tout à l'heure faisant semblant de s'excuser d'être mathématicien. Et je voulais lui dire que ce qui fait ma présence, c'est le fait que j'ai dit dans un livre pourquoi j'aimais fréquenter le Métron, il y a de ça plus de 15 ans, dans Secrets de jeunesse. Or, dans ce livre, la mathématique sont un des fils de l'histoire que je racontais, des engagements de notre génération, en l'occurrence, avant de sombrer dans les misères du présent du journalisme, avant d'abandonner mes passions archéologiques, ma passion était les mathématiques. Et avec Jean Cavaillès, résistant et philosophe des mathématiques, avec Jean van Engenort, grand mathématicien, algébriste et compagnon de Trotsky, avec Michel Brouet, auquel j'ai dédié ce voyage en terre d'espoir et que j'ai connu grâce à ce livre parce qu'il montrait l'insistance mathématique, lui le fils de Pierre Brouet, historien que vous connaissez. Nous sommes ici, au fond, dans cette table ronde pour se poser la question du présent de cette histoire. Marc Bloch, dans une phrase que rappelait André Burguière dans son livre sur l'école des annales, dit « Il n'y a d'histoire qu'au présent ». Donc, quel est le présent de ce passé? Quelle est l'actualité de ce passé? J'ai essayé de dire dans Voyage en terre d'espoir pourquoi, pour moi, il me semblait non pas un passé mort, non pas un passé antiquaire, non pas un continent englouti et disparu, mais comme une lumière qui brille à l'instant du péril, filant une métaphore qui est celle de Walter Benjamin, ou celle que l'on retrouve dans toute la filiation de cette pensée-là. Claude Pelletier a cité le dernier livre de Enzo Traverso sur la mélancolie de gauche, sur cette idée au fond que les vaincus ne sont pas des vaincus qui terminent une histoire, mais au contraire ceux qui nous transmettent des possibles, qui nous transmettent des luttes inachevées, des promesses à accomplir, et que nous avons beaucoup plus à apprendre des vaincus, de toute cette histoire des obscurs, des sans-grades, de leurs défaites, parfois de leurs déchirures, de leur tristesse, mais aussi de leur première joie d'engagement, de refus, de résistance. Nous avons beaucoup plus à apprendre d'eux que des vainqueurs qui ne nous apprennent que l'éternité de politiciennes et qui, au fond, ne permettent pas, et peut-être c'est l'écho de cette rencontre aujourd'hui, de ce marathon historien, puisqu'on est là jusqu'à 22h ce soir, qui ne nous permettent pas, au fond, de trouver l'énergie de résister dans des moments comme le nôtre, des moments de trouble, des moments d'incertitude où les ombres menacent. Et dans ce cas-là, les vainqueurs eux-mêmes sont désorientés alors que nous pouvons apprendre des vaincus. Nous allons donc, avec les 4 intervenants, essayer de parler de cette actualité. En parlant à propos de l'école, nous sommes ici, dans un lieu d'éducation, en parlant à propos d'un centenaire, la Révolution russe et le souffle de 17, en parlant à propos du monde ouvrier lui-même,
de la notion de monde ouvrier, en parlant à propos de la gauche elle-même. Le premier intervenant que j'introduis est donc Charles Henneberg, qui est professeur à l'Université de Genève. Charles Henneberg, quand est sorti le dernier tome du grand cycle du Métron, 1789, lettre A et lettre Z, 1968, et le voyage en terre d'espoir qui l'accompagnait, a organisé comme en écho, en complicité, un colloque à Genève sur une des figures que j'avais choisies dans ce voyage amoureux dans le Métron. Cette figure, les historiens amateurs amènent leurs petits incunables, c'est le numéro de la vie ouvrière de Pierre Monat, d'hommage pour ses 70 ans à quelqu'un qui est James Guillaume, qui est le premier historien de la Première Internationale et qui est en fait la plume cachée de l'école républicaine, de l'école de cet amphithéâtre inauguré en 1889, une histoire comme seul le Métron peut les faire découvrir, une histoire improbable de la rencontre entre ce libertaire, cet anarchiste de la Fédération jurassienne et le dictionnaire pédagogique et Ferdinand Buisson. Je laisse Charles Henneberg nous la présenter. Voilà, merci beaucoup pour cette introduction et merci beaucoup aux organisateurs du Printemps du Métron pour cette invitation qui me fait vraiment honneur et qui me permet de vous parler de James Guillaume et d'émancipation par les savoirs. Si je suis le seul parmi les intervenants de cet après-midi à être affublé d'une indication de nationalité, c'est peut-être aussi parce que je vais évoquer la figure d'un compatriote qui traversait les frontières. Mais si je me réjouis particulièrement de pouvoir vous en parler aujourd'hui, c'est notamment parce qu'il incarne cette idée que l'émancipation sociale C'est notamment parce qu'il incarne cette idée... Ça va mieux que l'émancipation sociale se prépare par les savoirs et leur transmission, sans qu'il s'agisse pour autant de n'importe quel savoir, mais bien de savoirs considérés comme émancipateurs. C'est aussi parce qu'il y a une part de Guillaume qui, selon moi, préfigure d'une certaine manière l'œuvre ultérieure de Métron. C'est d'abord Jean Métron lui-même qui a rédigé la notice James Guillaume du Métron, complétée plus tard par Marianne Henkel. Et comme il vient de le dire, dans son voyage en terre d'espoir, Edwy Plenel a eu l'excellente idée de faire figurer parmi d'autres méconnus celui qu'il désigne à juste titre comme la plume cachée de l'école républicaine, aux côtés de son ami Ferdinand Buisson. Il est aux côtés de son ami Ferdinand Buisson dans l'aventure du dictionnaire, il est aussi aux côtés de son ami Ferdinand Buisson dans l'itinéraire à travers le Métron que nous propose Edwy Plenel dans son ouvrage. De fait, James Guillaume est surtout connu comme l'un des fondateurs de la Fédération jurassienne, l'internationale anti-autoritaire, comme son principal animateur, et aussi comme l'historien de la Première Internationale, dont il a été un acteur, l'Association internationale des travailleurs, dans un ouvrage que l'historien Marc Villemier a magistralement introduit dans une réédition des années 80. On lira d'ailleurs avec profit le récit qu'a donné Villemier, cette fois dans la longue introduction de son dernier ouvrage de 2012 intitulé « Histoire et combat », des conditions particulières de cette réédition rendues possibles par l'éditeur Gérard Lebovici juste avant sa mort, et ainsi que des difficultés de ses recherches autour des correspondances de James Guillaume avec Max Nettler et Pierre Protopkin, à une époque fort éloignée des potentiels actuels de diffusion des sources qui sont désormais offerts par leur numérisation. À Genève, le parcours de James Guillaume a plus récemment suscité l'intérêt de Federico Feletti, un spécialiste d'Élysée reclus et de la géographie libertaire, avec qui nous avons lancé une recherche plus particulièrement centrée sur la période parisienne de Guillaume. Elle se poursuit depuis 2 ans avec un autre chercheur, Jean-Charles Buttier, ici présent, qui publie notamment de nombreux documents sur un carnet de recherche de la plateforme Hypothèse dédiée à Guillaume, où se trouvent beaucoup des textes que je vais citer. C'est avec lui aussi que nous avons organisé à Genève, en novembre dernier, ce colloque international sur James Guillaume et l'émancipation par les savoirs,
auquel Edwy Plenel a fait allusion et que nous avions mis sur pied à l'occasion, au moment du centenaire de sa disparition. Si James Guillaume, né en 1844, cet historien de la Première Internationale et des débats pédagogiques du Comité d'instruction publique de la Révolution française, a fort justement sa place dans le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, son parcours est étroitement lié à un autre dictionnaire qui a connu 2 éditions et qui concerne l'instruction publique laïque et obligatoire du niveau primaire, rendue accessible à toutes et tous sous la Troisième République. La première édition de ce dictionnaire, le dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, est publiée entre 1878 et 1887. La seconde, le nouveau dictionnaire de pédagogie en 1911. Si la seconde version est disponible en ligne grâce au travail de l'ancien Institut national de recherche pédagogique, devenu aujourd'hui l'Institut français d'éducation, une nouvelle édition de la première est en préparation. L'historien Patrick Dubois en a la charge, qui a lui aussi souligné à maintes reprises le rôle central mais trop méconnu de James Guillaume dans cette vaste entreprise éditoriale. Je le cite, il écrivait déjà en 2000 « On peut faire l'hypothèse que Guillaume a accompli un travail titanesque aux côtés de Buisson, qui lui a souvent rendu hommage. » En dehors des 74 articles qu'il a signés dans les 2 éditions, Patrick Dubois note que de très nombreux articles non signés sont sans doute dus aussi à Guillaume. Les plus importants sont centrés notamment sur la pédagogie de langue allemande, sur les législations scolaires étrangères et sur l'histoire scolaire de la Révolution. Et un indice est intéressant, le tiers des articles non signés du premier dictionnaire, qui sont repris dans le second, sont cette fois signés par Buisson. Maintenant que j'ai mentionné le travail des principaux auteurs qui ont contribué et contribuent à mettre à jour l'intense itinéraire politique et intellectuel de James Guillaume, je vais l'évoquer autour de 2 formules qui lui conviennent tout particulièrement. La notion de cheville ouvrière et celle de compagnon de route. James Guillaume doit en effet être considéré comme la cheville ouvrière des 2 éditions du dictionnaire pédagogique de la Troisième République. Certes, cette œuvre de référence est traditionnellement associée à Ferdinand Buisson, mais quand c'est Buisson lui-même qui en parle, c'est un peu différent. Pour moi, enfin, écrit-il en conclusion d'un avertissement qui précède la seconde édition du dictionnaire, je cite donc Buisson, « C'est un devoir et un plaisir de féliciter le dictionnaire d'avoir eu une seconde fois pour secrétaire de la rédaction un homme que de grands travaux d'érudition d'un autre ordre ont désigné à l'estime publique et qui a trouvé le moyen de rester en même temps un des historiens de la pédagogie, mon vieil ami James Guillaume. » L'hommage est encore plus appuyé à l'occasion du 70e anniversaire de Guillaume dans un numéro de la Vie ouvrière du 20 février 1914. Je cite à nouveau Buisson. « Les précieuses et savantes pages qu'il écrivit dans le dictionnaire sur le mouvement scolaire à l'étranger contribuèrent singulièrement à faire notre éducation, à nous apprendre enfin à jeter les yeux par-dessus la frontière, à comparer, à juger, à choisir et finalement à faire œuvre originale en transposant ad usum Galliae tout ce que l'expérience d'autres peuples nous offrait de meilleur. » Et plus loin, encore plus fort, tout récemment, 30 ans après notre première collaboration, j'ai retrouvé James Guillaume disposé à refaire notre, je devrais dire son, dictionnaire d'autrefois. Et d'après un plan nouveau sur des données profondément modifiées par les progrès même de l'œuvre scolaire républicaine, il a déployé dans cette publication, si différente de l'ancienne, les mêmes qualités d'esprit, de science et de conscience. L'hommage rendu par Buisson est très affirmé et il rend compte de l'engagement concret et constant de Guillaume pour assurer la réalisation effective du dictionnaire, non seulement en termes de rédaction des nombreux articles que nous avons évoqués, mais aussi en termes de coordination et de secrétariat. C'est bien là le sens de cette image de cheville ouvrière. Mais elle lui sied d'autant plus, la dimension ouvrière, qu'il est justement très attentif à la place de cette dimension ouvrière dans le projet républicain et au cœur de l'instruction publique. Ce qui est peut-être la raison pour laquelle, ce qui est sans doute la raison pour laquelle il est l'auteur de l'article sur le travail manuel, dont nous citons ici des extraits tirés de la version de 1911. Le travail manuel forme l'une des 2 grandes branches de l'activité humaine, par opposition à ce que l'on est convenu d'appeler plus spécialement le travail intellectuel ou travail de la pensée. Il n'est pas possible, à vrai dire, d'établir entre ces 2 modes d'activité une distinction absolument rigoureuse. Car le travail manuel, si grossier, si machinal qu'on le puisse supposer, nécessite toujours l'intervention de l'intelligence,
Et le travail de l'esprit a besoin, pour se traduire en une œuvre, pour se manifester au dehors de l'intervention de la main, par l'écriture, les chiffres, le dessin, etc. Cette distinction, au sens où l'usage de toutes les langues modernes l'a fait admettre, n'en répond pas moins à un fait historique. Fin de citation. Alors, cette mise en exergue de l'importance du travail manuel et ce refus de séparer les dimensions intellectuelles et manuelles de l'apprentissage et des savoirs est évidemment relié au concept d'éducation intégrale, développé par les pédagogies libertaires et socialistes. J'y reviendrai. La seconde formule qui peut être associée au parcours de James Guillaume, c'est celle de compagnon de route. Elle rend compte à la fois de ses engagements et de sa relative discrétion. Elle permet aussi de relier les trois grandes phases de la vie de Guillaume, en leur redonnant une cohérence parfois sous-estimée. La première est celle de son engagement dans la Fédération jurassienne, j'en ai déjà parlé. La deuxième, celle de son exil et de son travail au cœur de l'édification d'un ensemble de repères historiques et comparatistes pour la pédagogie sous la Troisième République. Enfin, la troisième période au cours de laquelle la deuxième se poursuit est en même temps celle d'un travail d'histoire sur son propre parcours, relié à un engagement renouvelé auprès des instituteurs syndicalistes. Marc Villemier, Marianne Henkel et plusieurs intervenants du récent colloque de Genève en conviennent tous, James Guillaume n'était pas vraiment anarchiste. En tout cas, il ne s'est pas revendiqué de ce terme. Le terme ne convient pas tout à fait bien non plus à l'époque de la Fédération jurassienne. Il s'est plutôt défini, et Guillaume s'est plutôt défini comme anti-autoritaire. Était-il alors républicain? Sans doute, mais à sa manière, ce qui nous renvoie à une polysémie de la notion de république qui semble un peu négligée aujourd'hui. Enfin, s'il s'est engagé dans le syndicalisme révolutionnaire, c'est sans pouvoir être syndiqué lui-même compte tenu de son statut professionnel. Dans une lettre à sa mère de 1881, reproduite par Marc Villemier, James Guillaume éclaire les raisons et les conditions de son exil après qu'il ait subi une peine de prison suite à sa participation à une commémoration de la Commune de Paris en ville de Berne. Je cite « J'ai conservé une entière liberté de langage avec M. Buisson et ceux que je connais, et je m'en trouve très bien. On sait ce que je pense et on ne me demande que ce qui est compatible avec mes idées. Tout ce monde-là est tolérant en raison même de son intelligence. Du moment qu'on a reconnu que vous n'êtes pas un imbécile, on vous traite avec sympathie. En Suisse, au contraire, on ne me pardonnait pas de n'être pas un imbécile. C'était là un grand crime. » Je ne fais pas de commentaire. C'est donc avec sa différence que James Guillaume a cheminé pendant sa période parisienne, qui a d'abord été une période d'exil qui lui a inspiré réserve et prudence pour éviter une expulsion. Il a connu aussi des périodes de retrait plus importantes liées à une santé psychique particulièrement fragile, notamment lorsqu'il perdit successivement sa fille cadette en 1897 et sa femme en 1901. Cependant, l'examen de son immense production scientifique, militante et épistolaire, mène, selon nous, dans la recherche en cours, au constat toujours plus affirmé d'une certaine cohérence et d'une certaine constance dans son remarquable parcours. À ces deux figures de la cheville ouvrière et du compagnon de route, il y a encore lieu d'ajouter celle de passeur. C'est James Guillaume, en effet, qui a rédigé l'essentiel de tout ce que le dictionnaire pédagogique a relayé des théories pédagogiques étrangères, en particulier de langue allemande. Dans ce sens, son article sur Pestalozzi a par exemple longtemps constitué la meilleure référence en français sur l'œuvre de ce pédagogue. C'était peut-être un peu sa manière de rester l'internationaliste qu'il avait été. En tout cas, sa maîtrise des langues et sa curiosité lui ont permis d'assurer une magnifique contribution à la circulation des théories et des idées pédagogiques. Celle-ci s'est d'ailleurs bien plus développée encore dans la revue pédagogique, dont il a assumé pendant une vingtaine d'années le secrétariat de rédaction et surtout sa rubrique internationale intitulée « Le courrier de l'extérieur », et dont il chercha, je cite, à faire l'organe des idées nouvelles en matière d'enseignement, selon ses propres mots écrits dans une autobiographie publiée en 1931 par la Révolution prolétarienne. James Guillaume a donc été à bien des égards un passeur. Il incarne aussi une forme de porosité sans doute inattendue entre le monde libertaire et celui de l'école républicaine. Mais voyons maintenant ce qui le relie à la notion d'émancipation par les savoirs. Qu'est-ce que l'émancipation pour James Guillaume? Le titre de notre colloque de novembre dernier a suscité la réaction critique de Marc Villemier, qui nous a rappelé qu'il ne pouvait pas y avoir dans l'esprit des militants ouvriers de l'époque d'autre émancipation que l'émancipation sociale. L'objection est incontestable et il s'agit bien d'une émancipation sociale par les savoirs. Et cela pose en même temps un problème de temporalité, puisque les savoirs en question peuvent aussi représenter une condition nécessaire
à la préparation et à la possibilité même de l'émancipation sociale. En ce qui concerne James Guillaume, ces savoirs sont à la fois ceux auxquels doivent accéder tous les enfants et ceux qui sont plus particulièrement destinés aux adultes, notamment aux ouvriers et aux militants syndicalistes. La conception de l'émancipation développée par James Guillaume est le plus souvent rapportée à ses idées sur l'organisation sociale publiées en 1876. On y trouve en effet de belles formules, en particulier sur cet enfant qui, écrit-il, s'appartient à lui-même, sur une éducation des enfants qui, précise-t-il, doit être intégrale, c'est-à-dire qu'elle doit développer à la fois toutes les facultés du corps et toutes les facultés de l'esprit, de manière à faire de l'enfant un homme complet. Dans ce texte fameux, et qui fait souvent référence, James Guillaume exprime clairement sa pensée anti-autoritaire et ce qu'il en déduit pour la perspective d'une école émancipatrice. Je cite, « Plus d'école arbitrairement gouvernée par un pédagogue et dans laquelle les élèves tremblants soupirent après la liberté et les jeux du dehors. Dans leurs réunions, les enfants seront complètement libres, ils s'habitueront ainsi à la vie publique, à la responsabilité, à la mutualité. Le professeur qu'ils auront librement choisi pour leur donner un enseignement ne sera plus pour eux un tyran détesté, mais un ami qu'ils écouteront avec plaisir. » D'autres écrits iront aussi dans le même sens, mais d'une manière souvent un peu plus euphémisée. Cela dit, la relation que James Guillaume entretient avec les savoirs ne porte pas d'abord sur les conditions de leur transmission scolaire, et ce, d'autant moins qu'à part une brève expérience de jeunesse, il n'a pas été un praticien de l'enseignement. Une brève controverse avec Ferdinand Buisson nous éclaire également sur sa conception de l'émancipation sociale par les savoirs, et vous verrez qu'elle est singulière, qu'elle peut nous paraître singulière aujourd'hui. En effet, James Guillaume était un homme de son temps, et il ne concevait pas, du moins pas dans l'immédiat, l'école comme un moyen d'ascension sociale individuelle. Voilà ce qu'il écrivait à Buisson le 28 janvier 1913. « J'ai lu attentivement l'exposé des motifs de votre proposition de loi sur l'égalité des enfants devant l'instruction. La bataille syndicaliste, le journal La bataille syndicaliste d'hier, par la plume d'Armel, a rendu hommage au sentiment généreux qui a dicté la proposition et en a indiqué en même temps le caractère utopique. Mais à mon sens, Armel n'a pas suffisamment marqué le point faible du projet, dont la conséquence pratique serait exactement le contraire de ce que souhaitent ses auteurs. En régime capitaliste, votre plan aboutirait à extraire du prolétariat ouvrier et agricole ses éléments les plus intelligents et à les faire entrer dans la classe dirigeante. Vous expliquez fort bien qu'aujourd'hui, des fils de pauvres d'une intelligence remarquable, qui deviendraient presque certainement des hommes de grand mérite, sont forcés par la pauvreté à quitter l'école pour l'atelier. Ce sont là, dites-vous, des forces perdues? Mais quand ces intelligences auront pu se cultiver et seront allées, par l'application de votre système d'examen et de concours, renforcer la classe dirigeante, et que le prolétariat se trouvera ainsi écrémé de son élite, pensez-vous que vous serez rapproché de l'idéal égalitaire? Non, vous aurez consolidé le régime du capitalisme, qui sera très heureux de s'adjoindre les capacités sorties du peuple et de leur faire leur place dans les rangs des dirigeants. Donc, je trouve cette citation particulièrement significative d'un univers mental qui n'est plus celui des militants socialistes et pédagogiques d'aujourd'hui, mais qui était vraiment l'univers propre à cette époque, parce que je l'ai retrouvé chez d'autres auteurs. Il y a encore un petit peu. Là, j'y arrive. Alors, dans une toute autre perspective, le rapport au savoir qui caractérise James Guillaume s'applique également à lui-même. Une connaissance rigoureuse des faits et des débats qu'il suscite, lui permettant de s'extraire de la tyrannie du pouvoir conservateur. Mais aussi aux ouvriers, qui pourront eux aussi se libérer de la domination de la pensée bourgeoise par l'éducation populaire. En cela, il se situe dans la continuité de l'œuvre de Fernand Pelloutier, autre notice du Métron des anarchistes, et de sa fameuse formule comme quoi ce qui manque à l'ouvrier, c'est la science de son malheur. Sauf qu'elle peut aussi, cette science, lui permettre de retrouver une dignité. James Guillaume défend donc une éducation populaire, notamment pour les instituteurs syndicalisés, et il y contribue. C'est là qu'intervient une autre dimension encore de son personnage, celle de l'historien de la Révolution française, de l'auteur d'une œuvre également monumentale, accomplie entre les deux versions du dictionnaire de pédagogie, qui lui vaudra l'admiration de l'historien de la Révolution française Alphonse Hollard, mais aussi un bel hommage de l'instituteur Maurice Dubois, qui a lui aussi sa notice dans le Métron des anarchistes, hommage intitulé « James Guillaume, historien » dans le fameux numéro de la vie ouvrière consacré
à ses 70 ans, dans lequel il décrit, je vais passer la citation, mais dans lequel il décrit le caractère extrêmement minutieux et rigoureux du travail d'historien de James Guillaume, qui ne se contente pas de publier les documents de la Convention, mais qui les introduit et les commente et fait donc véritablement œuvre d'historien à travers cette publication de sources. Au-delà de la dimension hagiographique de cet hommage et de ce portrait, la figure ainsi décrite, celle de cet érudit engagé qui trouve dans son labeur la source de sa capacité critique, est bien celle qui transparaît tout au long de son parcours. D'ailleurs, cette dimension éminemment émancipatrice de la connaissance de l'histoire de la Révolution française émerge d'une autre manière dans toutes ses conséquences dans un texte de Guillaume paru dans la bataille syndicaliste de novembre 1912, dont je lis cet extrait. Un citoyen, quel qu'il soit, se grandit plus par l'accomplissement de ses devoirs que par la revendication de ses droits. C'était une citation dans la citation. Cette monumentale bêtise a été dite à Nantes le 27 octobre 1912 par M. Raymond Poincaré, président du Conseil des ministres et avocat conseil de je ne sais quelle grande compagnie capitaliste. En parlant ainsi, M. Raymond Poincaré s'est mis en contradiction flagrante avec tout ce qu'ont dit et pensé les révolutionnaires de 1789 et de 1793, dont le Parti radical pourtant se réclame. Troisième et dernière partie, très rapidement. Merci de conclure. Je vais essayer de conclure. Dans le métron, et dans le métron des anarchistes, on trouve toute une série d'autres notices de militants engagés dans la question éducative. Je vais simplement les citer. Paul Robin qui a été un acteur, qui était proche de Buisson, qui était proche de Guillaume, mais qui a été à initiative, enfin, qui a été maître de l'expérience de l'orphelinat de Sampuy, donc un acteur et un praticien, mais aussi Sébastien Faure, mais aussi Francisco Ferrer, un autre exilé en France, que l'on connaît surtout parce qu'il a été assassiné par la monarchie espagnole en 1909 suite à la semaine sanglante de Barcelone, mais ce martyr a parfois un peu occulté l'importance de l'œuvre pédagogique de Ferrer. Et puis pour revenir en Suisse, il y a deux notices intéressantes, Henri Rorda et Jean Winch, deux Lausannois qui créent en 1910 jusqu'en 1919 une petite école alternative, libertaire, qui est dédiée à Ferrer, qui s'appelle l'école Ferrer, et dans laquelle sont développés toute une série de préceptes que l'historien peut lire en amont, notamment dans les travaux de James Guillaume. Je passe, pour arriver à ma véritable conclusion, en disant encore une chose, en termes d'éducation populaire, James Guillaume a été un pionnier, mais ce qui me paraît extrêmement intéressant et extrêmement significatif, j'ai travaillé moi-même sur les tentatives d'éducation populaire qui se sont développées à Genève, et ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y avait parfois une contradiction entre la lutte et le travail d'éducation du monde ouvrier par lui-même. Et il y a eu une tentative de création d'un cours d'histoire socialiste à Genève dans les années 1900-1901. Il n'a pas eu de suite parce qu'il y a eu 2 ou 3 années de grève. Et à tel point qu'il y a une université ouvrière à Genève, mais qu'on a eu toutes les peines du monde ces dernières années à définir quel devait être son centenaire, parce qu'en fait, il y a plusieurs naissances, de naissances éphémères, etc. Et ça montre bien la fragilité d'un projet éducatif qui est parfois en contradiction avec les nécessités immédiates de la lutte, qu'elle soit de conquête ou qu'elle soit défensive. Alors, mes conclusions très rapides. J'aimerais d'abord souligner combien James Guillaume, la cheville ouvrière, le compagnon de route, le passeur par son parcours singulier et somme toute cohérent, montre une certaine porosité entre les idées anti-autoritaires et les idées républicaines de l'époque, entre la pédagogie libertaire et celle de la Troisième République. C'est peut-être étonnant, c'est peut-être aussi une occasion de rappeler que la dite école de la République n'est pas forcément synonyme de prescription, d'inculcation et d'uniforme. Par ailleurs, il en va de l'histoire sociale comme de toute histoire, elle pose des questions au passé qui sont sans cesse renouvelées en fonction des mutations du présent. L'histoire n'a pas particulièrement vocation à tirer quelque leçon que ce soit du passé, le rapport entre passé et présent étant forcément marqué par du changement et de la différence, mais cela n'empêche pas l'intelligibilité du passé d'éclairer quelques aspects de notre présent.
Je ferai donc ici 2 observations finales. Tout d'abord, il se trouve que je travaille dans le domaine de la transmission scolaire de l'histoire, outre le fait de mes travaux en histoire, et donc dans le domaine de la didactique de l'histoire. Or, il se trouve que depuis une dizaine d'années, à la suite de mon regretté collègue Jean-Pierre Astolfi, qui était didacticien des sciences et auteur d'un magnifique ouvrage portant le beau titre de « La saveur des savoirs », je travaille autour d'un concept proprement issu des réflexions pédagogiques de la Révolution française, à savoir l'élémentation des savoirs dont il a été question à la Convention autour de l'organisation des écoles primaires. La réappropriation contemporaine de ce concept contribue à un remodelage des contenus de l'histoire enseignée dans le sens d'une histoire plus critique, plus substantielle, plus savoureuse. Elle fait écho au travail du James Guillaume, historien de la Révolution française, et de ses débats pédagogiques. Par ailleurs, en cette période de relativisme et de vérité alternative, entre guillemets, il y a lieu de saluer la figure érudite du militant James Guillaume, comme d'ailleurs la figure érudite du militant Métron, qui ne se soustrait pas à l'établissement de la preuve dans ses réflexions et pour ses combats. L'émancipation par les savoirs, par la recherche, par la posture réflexive, voilà des notions qui ont retrouvé une pertinence dans l'époque inquiétante qui est la nôtre. Enfin, ultime remarque et ultime hommage, et je parle ici à nouveau en tant que chercheur en sciences de l'éducation, en didactique de l'histoire, toutes ces figures du Métron et du Métron des anarchistes, telles que j'ai citées, et bien d'autres encore, dont également Jean Jaurès, qui ont élevé la voix et défendu des idées sur l'école et la pédagogie, se relisent aujourd'hui avec grand profit. Les combats qu'elles ont menés, les questions qu'elles se sont posées, font écho dans le présent, notamment face à l'affirmation de multiples discours ultra-conservateurs, voire réactionnaires sur l'école. C'est là aussi l'une des vertus de la belle aventure du Métron que de les rappeler à notre mémoire. Je vous remercie. Merci Charles Helmbert pour cette actualité éducative et pédagogique de James Guillaume. James Guillaume qui était métronien avant l'heure, parlant de son travail d'historien de la Révolution française sur les réflexions éducatives, il écrit ceci: « Ceux à qui va ma sympathie sans réserve dans la Révolution, ce ne sont pas les chefs de file, qui tous, par quelque côté, prêtent à la critique. Ce sont les obscurs. » Souvenez Jean Métron, les obscurs et les sans grade. Les obscurs sans culotte, c'est la grande masse populaire, etc., etc. Je ne vais pas allonger parce que c'était le sens de ma petite insistante tout à l'heure. Nous avons 20 minutes de retard sur l'horaire et donc je dois veiller un peu au temps.